Retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine. Je suis avec le franco-togolais Jeannot Akakpo, préparateur physique international. Il a été dans le staff de Hervé Renard, à la tête de l'équipe nationale d'Arabie Saoudite qui a disputé la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Alors, nous évoquons le rôle du préparateur physique et dans cette deuxième partie, nous allons aborder les blessures et la manière dont on vous évalue. Et on en parlait tout à l'heure, les préparateurs physiques au haut niveau sont évalués sur le nombre d'athlètes disponibles à chaque match et sur les performances individuelles et même collectives des joueurs. Oui, c'est bien cela. Aujourd'hui, tous les entraîneurs à haut niveau veulent avoir leur effectif disponible pour pouvoir opérer le meilleur choix possible. Donc, il est compliqué de se priver de quelques joueurs pour une problématique de lésions musculaires ou de blessures, quelle que soit. Donc, notre métier est exigeant, est compliqué dans la mesure où on doit faire en sorte, à travers une juste quantification de la charge d'entraînement, de permettre aux joueurs, permettre à l'entraîneur d'avoir son effectif à la fin de la semaine. De toute façon, il a fait un bilan 2 jours avant le match pour voir les joueurs disponibles, les temps de jeu éventuellement. Donc, on est efficace lorsque, à chaque match, l'entraîneur dispose de l'effectif le plus large possible. Ça, c'est une première. Donc, ça passe par un accompagnement des joueurs sur le plan charge d'entraînement, mais également sur le plan prévention, qui représente aujourd'hui un gros chapitre. La prévention, les méthodes de prévention, on le verra, des préventions des blessures, le renforcement musculaire à des fins pour prévenir les blessures, et puis la gestion de la charge d'entraînement, qui est un problème important. Et puis, on est jugé également sur la performance individuelle des joueurs à travers les matchs. Aujourd'hui, on a plein d'outils à haut niveau, les GPS notamment, la sélection du CIANA aussi. Les clubs ici n'en ont pas, donc on est en retard ici sur ce paramètre-là. Mais on dispose pour chaque joueur, à chaque poste, via les données vidéo ou via des outils portatifs sur le dos, on est capable d'estimer la distance totale parcourue, le nombre d'efforts à haute intensité par poste, pour voir si le joueur a effectivement réalisé les objectifs prévus, pour voir si on a été en phase avec les objectifs prédéterminés, voir si le système tactique proposé, les joueurs ont eu le moyen de le réaliser. Parce qu'in fine, c'est ça. Donc, 2 éléments d'évaluation, performance individuelle et collective de l'équipe au niveau athlétique, et puis disponibilité des joueurs, c'est-à-dire le moins de blessures possible. Et ça, c'est une contrainte, c'est un challenge au quotidien pour les préparateurs physiques. Un challenge quand on sait qu'il y a des joueurs qui ont une santé physique en carton. Bon, c'est pas donné. Mais est-ce que il y a des exigences liées également à ça? Parce que un joueur qui se blesse rapidement, ce n'est pas forcément la faute du préparateur physique. Il y a plein d'éléments d'explication. Vous abordez là un problème délicat. Le joueur qui se blesse souvent, on s'interroge sur la charge réelle d'entraînement. Est-ce qu'elle est adaptée aux joueurs? Puisqu'aujourd'hui, on a su une individualisation poussée de l'entraînement. Quand on a un groupe de 25 joueurs, il y a 25 stratégies différentes. Ah oui. Et quand on est en salle de musculation, tous les joueurs ont un programme individualisé en fonction de leur point de faiblesse, en fonction de leur niveau d'entraînement. De leur poste également. Et puis, lorsqu'on est sur le terrain, il existe un différentiel entre, de façon centrale, et puis le joueur sur le côté, où la problématique volume d'entraînement n'est pas la même. Donc, aujourd'hui, si le joueur se blesse, la première question qui vient s'adresse au préparateur physique, est-ce que la charge est adaptée? Donc, une fois qu'on répond à cette problématique, on va avoir la relation entre le prépa-phy et le médical, puisque le préparateur physique, c'est le profil de poste qui doit comprendre le terrain et comprendre le discours médical. C'est-à-dire c'est le trait d'union entre le médical et le sportif, de façon à permettre d'accompagner au mieux le joueur. Et ça, c'est une difficulté au quotidien. Donc, il y a le médecin qui pose un diagnostic, qui essaie de comprendre les problématiques, et puis il y a le prépa-phy qui voit le joueur sur le terrain tous les jours, qui décide de la charge d'entraînement du joueur, et donc qui doit prendre du recul par rapport à ces problématiques-là. Donc les premières personnes visées en situation la plupart du temps, quand il y a un problème, malheureusement c'est le prépa-phy. Et donc oui, il faut trouver une solution pour rassurer l'entraîneur, rassurer le joueur, et c'est des discussions
tendu, la plupart du temps avec le staff médical. Et ça passe pas des réunions hebdomadaires, il existe une réunion le lundi, quand on joue samedi, qu'on revient. Le lundi, il y a une réunion médicale pour voir l'état de l'effectif, et les joueurs qui reviennent, évidemment, de blessures, les joueurs qui ont peu joué. Et donc, il est décliné pour chaque joueur des stratégies différentes de façon à les amener à la forme la meilleure avant le prochain match. Donc oui, c'est une problématique réelle. Alors, j'ai envie de poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait faire la préparation physique pour un athlète? Et est-ce qu'il y a des préparations physiques conçues pour chaque discipline, c'est-à-dire un footballeur, un sprinter ou je ne sais pas? Oui, pour la première question. Est-ce que la préparation physique est conçue pour chaque discipline? Oui. Est-ce qu'à l'intérieur de chaque discipline, la préparation physique est individualisée? La réponse est oui. Alors, il existe pour l'ensemble des disciplines au monde un socle de base, c'est-à-dire on n'est pas performant lorsqu'il n'y a pas un minimum de conditionnement physique. Et donc, pour l'ensemble des disciplines au monde, il y a deux aspects. L'aspect cardiovasculaire, c'est-à-dire une amélioration de la consommation maximale d'oxygène, VO2, qui fait que lorsqu'on répète les efforts, on est moins essoufflé, moins fatigué. Et même dans la vie de tous les jours, vous et moi, j'ai une bonne condition physique. Je passe ma journée avec le moins de fatigue possible. Je profite de l'après-service. Lorsque je suis en difficulté au niveau VO2, c'est plus difficile. Je passe la journée, je suis fatigué, j'ai du mal à récupérer. Donc pour l'ensemble des disciplines sportives, oui, on a besoin d'un socle de base qui est l'adaptation cardiovasculaire. Donc plus VO2 est élevé, mieux on est, c'est-à-dire la partie cardiovasculaire. Et puis la deuxième partie, pour l'ensemble des disciplines, c'est la force. Plus on a de force, mieux c'est pour toute la discipline. Et maintenant, l'utilisation de VO2 va être différée suivant qu'on est sur du basket, du tir à l'arc, du football, du volleyball ou du rugby. On aura besoin d'une bonne VO2 pour répéter les efforts en foot, c'est un sport intermittent. On aura besoin d'une VO2 pour courir longtemps, lorsqu'on est sur du marathon par exemple. On aura besoin de la force déclinée de différentes façons lorsqu'on est sur de l'endurance, c'est-à-dire un marathon ou un sport co. En sport co, en foot, on a besoin de force-vitesse, d'aller vite, de répéter les sprints. Lorsqu'on est sur un marathon, on a besoin de courir longtemps. Et donc, la déclinaison de la force n'est pas la même. Et donc, quand je reviens à l'intérieur de la discipline, la stratégie pour préparer un marathon diffère de celle pour un entraînement de foot ou pour préparer un footballeur. Sur le marathon, j'ai besoin d'avoir une bonne VO2, mais une capacité à utiliser la VO2 sur la durée, c'est-à-dire courir le plus longtemps possible pour un marathon afin de gagner. En foot, j'ai besoin que le joueur fasse des efforts de très haut niveau, c'est-à-dire des efforts intenses, et puis récupérer dès que possible. Mais plus il sera en capacité de répéter l'effort le plus souvent, mieux c'est. On parle de l'activité du joueur, c'est-à-dire son métrage par minute. C'est ce que fait le joueur tout le temps pendant un match. Quand je prends la dernière compétition, la Coupe du Monde féminine, on a des filles qui ont été capables de courir 13 km sur un match, 14 km sur un match. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est un paramètre important. Donc, oui, pour la préparation physique sur les disciplines, avec une base commune. Et puis, oui, à l'intérieur d'une discipline, les stratégies diffèrent. Donc, on doit avoir une connaissance de l'activité, donc l'exigence de l'activité en foot à haut niveau, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite pour que le joueur soit performant, qu'est-ce qui fait que le footballeur est performant, donc on doit connaître cette activité, et puis aller décliner nos stratégies d'entraînement de façon à répondre à cette problématique-là. Donc oui, à votre question sur les deux. Et donc c'est très important pour chaque athlète de passer par la préparation physique avant. Oui. Il y a une obligation. Aujourd'hui, à haut niveau, on ne peut pas être performant lorsqu'on n'est pas conditionné physiquement. Et donc, il appartient aux préparateurs physiques en poste de gérer la reprise de saison ou la pré-compétition de façon à permettre aux joueurs d'arriver sur les primats de la compétition avec le plus de potentiel possible. Premier challenge, permettre aux joueurs de répéter l'ensemble des matchs. Il y en a de plus en plus, les rythmes sont plus importants, on joue tous les 3 jours à haut niveau. Donc il appartient au préparateur physique de conditionner le joueur de façon à avoir la meilleure fraîcheur physique sur l'ensemble des compétitions, mais quel que soit le niveau de sollicitation finalement. Il vous arrive d'avoir des désaccords avec des athlètes sur le temps de préparation? Un athlète qui est essoufflé, peut-être par rapport à votre charge? Alors,
À contrario, au coaching sportif, Ouais. qui est une activité ludique, parce que lorsque je vais coacher quelqu'un, je vous coach par exemple, pour la santé, le bien-être, je dois faire en sorte de façon à ce que l'activité vous plaise. En football de haut niveau, c'est une contrainte. D'accord. Et le prépa-FI, c'est le profil de personnes que les joueurs détestent le plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que les gens à haut niveau, et leur image font qu'ils sont dans l'obligation de faire ce qu'on leur propose. Mais c'est une contrainte. Alors, contrainte individualisée. Chaque joueur a un prévisionnel au niveau de la charge d'entraînement. Okay. Lorsque la semaine commence, lorsque la semaine finit. Les différents postes, les défenseurs, les milieux de terrain, les attaquants, ils ont un volume de travail à accomplir. Et lorsque ce volume de travail n'est pas réalisé, il y a des compléments qui existent. Lorsque pendant la prépa le joueur n'a pas validé les séances spécifiques, il existe des compléments. Lorsque le joueur dans le groupe joue peu, on doit, prépa-FI, faire en sorte qu'il soit prêt lorsqu'il est sollicité par l'entraîneur pour entrer dans le groupe compétitif. Donc il existe pour chaque joueur une stratégie individuelle qui permet d'être le plus près possible quand il est sollicité finalement. Et tout à l'heure, vous évoquiez les préparateurs individuels, que les athlètes, ce qui est devenu la mode. Ça vous arrive vous l'avez dit tout à l'heure, d'être en complicité avec eux. Mais est-ce qu'au lieu de les aider, pourquoi vous dites que ça devient un blocage pour vous, ça vous met des bâtons dans les roues? Oui. Il existe pour chaque joueur, sur une semaine d'entraînement, lorsque je parle du championnat régulier, lorsque je joue samedi et que je vais jouer samedi prochain, il existe une gestion délicate de la semaine d'entraînement. On prend le temps de jeu de chaque joueur, les data GPS de chaque joueur qu'on analyse afin de décliner sa semaine d'entraînement. Donc, vous avez prévu que le joueur arrive sur le prochain match en faisant tel volume d'entraînement, en termes de distance totale, en termes de nombre d'efforts réalisés, et que ce joueur qui arrive à l'entraînement réalise ces séances-là, qui se retrouve en plus avec un prépa-FI individuel pour faire des séances en plus, forcément se trouve en situation de compléter un volume d'entraînement au-dessus de ce qui est prévu. Et la science montre aujourd'hui que tout champ d'entraînement non mal quantifié au-dessus du possible entraîne des lésions musculaires. Et donc la difficulté, c'est de coordonner les deux. Moi, je veux bien avoir, je suis passé par là, je l'ai fait aussi. J'ai eu à encadrer individuellement des joueurs de haut niveau quand je n'étais pas en club. Mais moi, j'ai toujours cherché à me mettre en relation avec le prépa-FI en club en disant, j'ai tel joueur en charge, comment on s'organise. Mais la plupart du temps, c'est difficile. C'est difficile parce que le joueur, et ça arrive au joueur qui ne joue pas, le joueur qui ne joue pas prend un prépa-FI individuel et veut faire en sorte pour montrer à l'entraîneur qu'il est en capacité de faire comme les autres. Ce que je leur propose la plupart du temps, c'est dit, vous voulez travailler en plus? Dites-moi, puisque je suis en charge de décliner la charge d'entraînement hebdomadaire. Donc dites-moi, on s'organise et je sais ce qui a été fait de façon à prévenir au mieux les blessures. Alors, est-ce qu'il y a une complicité forcément entre le préparateur physique et l'entraîneur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à un entraîneur que ce joueur n'est pas prêt pour être aligné? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on fonctionne en staff avec harmonie. Le coach a besoin du prépa-FI pour valider ses options tactiques, puisqu'il a besoin de joueurs capables de répéter les efforts. Et le prépa-FI doit rassurer d'un côté les joueurs et rassurer le coach en lui apportant les éléments me permettant de dire que tel joueur, plus que tel, est en capacité de répondre aux options tactiques qu'il souhaite par rapport au volume de jeu. Donc, il a fait une réunion chaque fois, tous les jeudis, la plupart du temps avec le staff médical, sur les joueurs disponibles à la compétition, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de problème, qui sont capables de jouer 90 minutes. Les joueurs qui sont en reprise de compétition, est-ce que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est 60 minutes? Est-ce que c'est 45 minutes? Et puis, les joueurs qui présentent des risques. Maintenant, il appartient au coach, puisque c'est lui qui rencontre, il appartient au coach, lorsqu'il a tous ces éléments, de décider. Mais notre rôle, c'est de lui dire, voici l'équipe la meilleure au niveau athlétique. Et donc, il appartient au coach de dire, j'ai besoin plutôt de tel joueur que de tel. Je prends le risque ou je ne prends pas le risque. Mais le médecin et le prépa-FI ont informé le coach de l'état physique des joueurs et de leur capacité à performer
le week-end ou le match qui vient. Mais la décision finale revient en cours puisque c'est le responsable du staff. On est à son service. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Mais avant de finir, est-ce que vous avez une idée de l'évolution de ce métier de préparateur physique sur le continent africain, de façon générale, et peut-être en particulier au Togo? Sur le continent africain, je n'ai pas eu le temps de voir ce qui se passe dans l'ensemble des fédérations. Je sais que les pays nordiques, le Maroc éventuellement, est très développé. L'Afrique du Sud est développée, a mis des trucs en place. Je ne connais pas ce qui est mis en place en termes de formation pour les prépas de ces pays-là. Au Togo, je connais bien. Au Togo, mon cas, quand j'étais encore en formation ici, il n'y avait pas de diplôme spécifique de préparateur physique. J'ai été formé, moi, prof de PS, mais je n'ai pas enseigné, puisque mon idée à l'époque, c'était de travailler à haut niveau dans des staffs. Donc, j'ai fini ma formation de prof de PS, je suis parti au Bénin pour une formation complémentaire en entraînement qui n'y avait pas au Togo, et j'ai poursuivi à Lille, en France, sur le champ spécifique des STAPS, où j'ai fait un DESS, j'ai commencé une thèse que j'ai pas terminée. Donc aujourd'hui, la problématique au Togo, c'est qu'on a une formation de prof de PS qui est loin de répondre aux exigences de haut niveau, au niveau de la science, pour prétendre exercer ce rôle de prépa-fille correctement. On a besoin d'arguments scientifiques. Et donc, les collègues qui sont sur le terrain sont désarmés pour montrer qu'ils sont compétents à très haut niveau. Ce que j'ai fait, ce que je vais faire encore, c'est souvent des jours d'échange quand je reviens avec d'anciens collègues. On l'a fait par le passé, on va le refaire là, à la fin du mois. Qui viennent pour échanger sur ce qui se fait actuellement au plus haut niveau. Parce qu'au plus haut niveau, on a plein d'outils, la science nous fait avancer sur ce métier-là. Et donc, cet échange permet également à ceux qui sont ici, qui aspirent à faire ce métier, ce que moi j'encourage, puisque moi je suis en fin de cycle déjà, il y a longtemps, ça fait 22 ans que je fais ce métier. Oui, j'ai commencé sur le terrain en 2001-2002 à Lille. Je suis en fin de cycle. Ce que je voudrais, c'est que la relève soit préparée. Et donc, ça passe par la formation, ça passe par les compétences spécifiques pour permettre de réaliser ce métier qui est un beau métier, je pense. Un beau métier et rémunéré, très bien rémunéré? Oui. Alors, lorsqu'on est préparateur physique dans des structures de haut niveau, moi je parle de Ligue 1, de Ligue 2. Alors, dans mon cas, je me suis interdit d'entraîner en national, c'est la troisième division en France. Donc, quand on est dans un club de Ligue 1, de Ligue 2, en sélection, oui, c'est un métier rémunéré. Parce que de temps en temps, il y a les primes des joueurs auxquels vous avez droit sur vos contrats. Oui, c'est un métier rémunéré. Et puis, la plupart du temps, il existe des prépas physiques, c'est pas mon cas, qui sont membres des staffs, qui se déplacent avec différents coachs. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec plusieurs coachs le long de ma carrière. J'en ai connu 12 aujourd'hui, ou 13 aujourd'hui, de grand niveau. C'est plus difficile dans mon cas, parce que je dois m'adapter à chaque fois à un nouveau coach qui a une philosophie. Ça nécessite de réfléchir plus. Mais souvent, lorsqu'on est attaché à un staff, le coach négocie le salaire de tout le monde. Donc, la plupart du temps, c'est souvent bien négocié. Alors, vous êtes en fin de cycle. Ça vous dirait de faire peut-être un crochet au Togo au niveau de la sélection A ou B avant de terminer? Bon, je ne dirais pas que c'est pas une problématique qui m'intéresse pas, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. L'occasion ne s'est jamais présentée pour vous? L'occasion ne s'est pas présentée. Je suis inconnu du grand public. J'ai réalisé ma carrière essentiellement en France. J'ai fait Lille quand j'ai fini. J'ai fait le Celtic de Glasgow, j'ai fait Bruges en Belgique, j'ai fait le Paris FC et la sélection d'Arabie Saoudite. Donc jamais le Togo ou l'Afrique. On ne sait jamais. Aujourd'hui, il y a des personnes ressources qui sont en pause, qui je pense déclinent bien leur métier. Si je suis sollicité pour former, comme je dis, les entraîneurs, les jeunes qui aspirent à faire mon métier, pourquoi pas. Puisque je suis par ailleurs enseignant, je donne des cours à la fac des sports.
Oui, ce serait bien dans ce sens-là, parce que je pense qu'il faut une formation. Mais la sélection nationale, c'est particulier, donc il y a des personnes en pause qui font bien leur boulot. Ok, en conclusion, le préparateur physique travaille avec des athlètes en étroite collaboration avec tout le reste du staff pour que les sportifs puissent développer leur endurance, leur solidité, leur vitesse, leur rythme cardiovasculaire ainsi que leur qualité physiologique. Merci Jeannot Akakpo d'être passé dans Sport Magazine. C'est un plaisir de vous avoir eu. Le plaisir est partagé. Et merci de ce temps d'antenne qui me permet de me présenter au grand public. Oui, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. On aura d'autres occasions, probablement. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de le programme, c'est une Info.